Ah, c'est Ulrike Reisner. Comment Bonjour, ça va? bonjour. Tu m'as l'air en pleine forme, Ulrike, ça me Ah fait oui, oui, plaisir. bien sûr, après Pâques toujours. On a beaucoup mangé, beaucoup, fait la fête, c'est pour ça que je suis en pleine forme aujourd'hui. Mais on fait la fête en Autriche pour Oui, Pâques? bien sûr, on fait la fête, on mange beaucoup, Vous mangez quoi? du jambon, des œufs, et cetera et cetera et cetera et on boit beaucoup et ça, c'est très agréable. Bon, écoute, tu as bien de la chance. Dis-moi, je voulais qu'on parle aujourd'hui de la question de l'indépendance des banques centrales parce qu'elle a occupé l'actualité pendant que la pause de Pâques. Et donc nous allons évoquer ce sujet en rappelant les positions de Viktor Orban sur cette question. Mmh Et mh. on va écouter ce que tu en penses et ce que tu as à nous dire, ce que tu as à nous en dire. Mmh. Mais auparavant, je voulais quand même que tu nous dises quelques mots de l'article que tu vas publier dans le Courrier des stratèges, ce soir, Mmh. parce que tu vas nous parler de la situation des prévisions économiques en Allemagne et en Autriche. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sujet? Pas de bonnes choses, il faut l'admettre parce que les expectations et les prévisions sont très mauvaises. C'est-à-dire, il y a une nouvelle, perspective, en Allemagne, c'est-à-dire, encore, une année avec, presque une récession, c'est-à-dire, une croissance, de nulle. Et peut-être c'est la troisième année consécutive avec des mauvais chiffres pour l'Allemagne. C'est pour ça qu'en Autriche, par exemple, on est bien dépendant de l'économie allemande. C'est pour ça que chez nous, par exemple, en Autriche, cette année, c'est la troisième année de récession. On le voit partout parce qu'il y a beaucoup de faillites, il y a beaucoup de problèmes avec aussi des postes de travail, il y a des problèmes avec les entreprises. Et bien sûr, ça continue, c'est-à-dire on voit aussi des mauvais chiffres, disons, en Slovaquie, en République tchèque. J'ai écrit un tout petit texte sur la République tchèque, je pense, mardi. Alors, s'il y a des spectateurs qui sont intéressés en ce qui concerne la République tchèque, allez-y. C'est bien intéressant ce qui se passe dans la République tchèque parce que il y a aussi une ambiance très critique, très négatif en ce qui concerne le gouvernement parce que les chiffres sont pas bons. C'est pour ça qu'on voit aussi que cette économie en République tchèque, par exemple, qui est un pays d'export, envers aussi l'Allemagne, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui produisent, par exemple, des trucs pour l'industrie automobilier, etc. Et c'est pour ça que ça continue. Hein. Et les mauvais chiffres en Allemagne, c'est aussi pour des marchés, par exemple, pour des pays comme l'Autriche, la Slovaquie, la Roumanie, etc. L'Hongrie, c'est très mauvaise nouvelle. Et je vais Bon, expliquer un peu pourquoi il y a ces liens entre les marchés et entre les économies. bon, on peut te retrouver donc dans ton Oui. journal des Habsbourg, dans les colonnes du Courrier des stratèges. Il y a même, j'ai mis l'adresse du courrier pour ceux qui ne connaissent pas. On rappelle tes très importants articles pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en Europe et notamment dans les pays germaniques. Mmh. Mais d'ici là, je voulais qu'on parle de l'indépendance des banques centrales. Mmh mh. Parce que c'est un sujet qui tient à cœur aux Européens qui voient la Banque centrale européenne, dont la mission est définie dans les traités européens, et la mission de la Banque centrale européenne, c'est de lutter contre l'inflation. Mmh. Et donc beaucoup de Français, en tout cas en France, beaucoup de souverainistes sont
vraiment extrêmement en colère contre l'indépendance des banques centrales. Mmh. Souverainistes pensent que pour être souverainiste, il faut récupérer le pouvoir sur les banques centrales et soumettre les banques centrales au pouvoir politique. Et c'est une question qui a été posée aux États-Unis par Donald Trump. Moi, je trouve Mmh. que l'expérience de Donald Trump est une expérience intéressante. Je vais faire une série d'articles sur le sujet. Mmh. C'est un laboratoire de certaines croyances souverainistes. Alors, beaucoup de souverainistes pensaient que pour être souverainiste, il fallait aimer le protectionnisme, et beaucoup de souverainistes pensent que pour être souverainiste, il faut être contre l'indépendance des banques centrales et des banquiers centraux. Et donc Trump s'est attaqué pendant le week-end de Pâques à l'indépendance de Jerome Powell. Alors, pour une raison qu'on explique depuis plusieurs mois dans le courrier, mais qu'on a bien détaillé ces dernières semaines, c'est que Trump, pour relancer l'industrie américaine, pour réindustrialiser les États-Unis, et pour exporter plus largement, a Mmh. besoin d'une monnaie plus faible et donc de taux d'intérêt plus faibles fixés par la Réserve fédérale pour moins attirer les capitaux étrangers. Et donc Trump demande à Jérôme Powell de baisser les taux de la Réserve fédérale. Et Jérôme Powell n'est pas d'accord avec cette position, il est extrêmement dubitatif, et on rappelle quand même que Donald Trump a annoncé, il a eu des mots très durs pour Jérôme Powell, il l'a appelé notamment Monsieur toujours trop tard, il a dit qu'il allait licencier, virer Jérôme Powell de son poste. Et donc, ça n'a pas tardé, les marchés ont tout de suite attaqué en disant il y a déjà un fou à la Maison-Blanche. Si en plus il a tous les pouvoirs, on ne va Mmh. pas s'en sortir. Et donc, Trump a dû faire marche arrière et dire non, mais finalement, je ne remettrai pas en cause l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. C'est important pour les souverainistes d'entendre ça parce que beaucoup de souverainistes croient qu'il y a des solutions simples pour régler les problèmes d'un monde de plus en plus compliqué. Et puis on s'aperçoit que toutes les solutions simples qu'ils proposent, elles échouent. Et ça nous rappelle quand même que à une époque, Viktor Orban, qui est le Mmh. Premier ministre hongrois, Viktor Orban a, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, avait projeté une réforme constitutionnelle remettant en cause l'indépendance du gouverneur de la Banque centrale hongroise, et la Commission européenne et l'Union européenne plus généralement avaient dit non et s'y étaient opposés. Et donc je voulais que tu nous dises quelques mots de cette histoire de Viktor Orban, et puis que tu nous dises ce que tu penses de cette question, parce que tu es souverainiste autrichienne, et des souverainistes autrichiens, c'est des vrais. Et je voulais que tu nous dises ce que tu penses de la question de l'indépendance des banques centrales. Et je dois rire maintenant parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, hein, mais on va commencer, petit à petit, hein. Alors, commençons par ça. Hem, les responsables politiques réagissent généralement avec, mécontentement, à la lenteur, des mesures prises par les banques centrales. Alors c'est pas typique, pour, monsieur Trump, même qu'il me semble, en observant monsieur Trump, il est un peu, comment dire? Hectique, hein? Mais c'est pas lui qui a commencé à faire ça. Mais il faut, pour commencer, il faut avoir en tête que, alors que les responsables politiques naviguent, comme je dis toujours, dans de petits bateaux rapides, la banque centrale agit comme un grand cargo, c'est-à-dire c'est une infrastructure gigantesque, qui doit bien réfléchir à ces manœuvres. Pourquoi? Car celles-ci ne produisent leurs effets, qu'à long terme. Et c'est quelquefois pour les politiciens, c'est difficile à comprendre, hein, que le travail de la banque centrale, doit être, doit viser à long terme
C'est ainsi que s'explique, à mon avis, la manœuvre de Trump. Trump souhaite, comme tu l'as déjà souligné, une croissance économique plus forte. C'est pour ça qu'il pense, bon, il faut toujours presser le bouton chez la Banque centrale, chez la Federal Reserve Bank, presser le bouton et après ça, on peut baisser les taux d'intérêt pour que le crédit, etc., soit moins cher. C'est la logique d'un politicien. C'est toujours, il faut souligner ça, c'est pas l'idée seule de Trump. Il y a beaucoup de politiciens qui pensent comme ça. La Réserve fédérale, alors la Banque nationale aux États-Unis, quant à elle, doit surveiller l'inflation et donc freiner quelque peu l'économie. Hein, c'est le travail de la Banque centrale. De plus, il y a des investisseurs et les investisseurs ont encore un autre point de vue. Alors, les investisseurs, ils détestent l'incertitude et c'est pour ça, en ce moment, que beaucoup d'investisseurs se débarrassent des obligations d'État et des dollars, etc., sur le marché pour acheter, par exemple, des francs suisses ou de l'or. Alors ça, c'est le cadre. Hein? Et maintenant, il y a la grande question de quoi parle-t-on? Si on parle, par exemple, de la Banque centrale, il faut toujours distinguer. Il y a la Banque centrale au sein de l'Union européenne, alors c'est la BCE. Là, il y a toujours la critique que les États membres perdent leur souveraineté en ce qui concerne la politique monétaire. En ce qui me concerne, il y a de bonnes raisons pour avoir des critiques. D'autre côté, pour moi, c'est d'autres choses si on veut parler d'avoir plus d'influence du côté politique en ce qui concerne la politique de la Banque centrale en général. Pourquoi? Parce que la politique monétaire doit être déterminée par des objectifs économiques et non politiques. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que seule une banque centrale indépendante peut prendre des décisions impopulaires mais nécessaires, telles que par exemple l'augmentation des taux d'intérêt pour contenir l'inflation. Et bien sûr, les gouvernements veulent influencer la politique monétaire, par exemple à des fins électorales, pour stimuler l'économie avant des élections, en baissant les taux d'entrée, par exemple, ou en augmentant la masse monétaire. Mais il faut constater, et c'est pour ça que j'appelle la Banque nationale, la Banque centrale, la Banque nationale, toujours un cargo. Si on a une influence du côté politique, cela peut toutefois entraîner une inflation excessive ou aussi des cycles économiques très instables. Et seule une banque centrale indépendante doit se concentrer sur la stabilité des prix à long terme. Hein? Et ça, c'est important à comprendre et je sais bien parce que je fais beaucoup d'analyses et beaucoup des articles sur la monnaie et sur les banques centrales. C'est très, très, très difficile. Tout le monde parle de l'argent, mais tellement peu de personnes comprennent pas ce qui se passe, par exemple, dans la politique monétaire, etc., etc. C'est difficile, je sais. Mais est-ce que tu es en train, parce que beaucoup d'arguments, notamment en France, disent la Banque centrale européenne, elle échappe au pouvoir du peuple. Ce qu'il faut, c'est que la monnaie, que le peuple contrôle sa monnaie, que le gouvernement, que l'État contrôle l'émission monétaire. Et lorsque c'est un banquier central non élu qui le fait, ce n'est plus démocratique, la démocratie est violée. Alors, toi, ce que tu nous dis, c'est que si c'est un gouvernement qui contrôle la monnaie, au fond, ça va menacer le niveau de vie des gens parce que
on va faire des politiques démagogiques qui vont déboucher sur de l'inflation et donc une baisse du niveau de vie. Je comprends très bien ce que tu dis, mais il faut constater que c'est une question très difficile. Parce que, par exemple, encore, si on prend la BCE, la BCE est un cas spécial. C'est-à-dire, il y a la zone euro et ici, il y a, disons, la banque centrale centralisée. C'est pour ça que les États membres de la zone euro ont bien sûr perdu beaucoup de leur souveraineté en ce qui concerne leur propre politique monétaire. C'est une question essentielle et bien sûr, il y a des grands critiques en ce qui concerne le pouvoir, en ce qui concerne l'influence, en ce qui concerne le contrôle. Bon, la BCE dit elle-même, bon, on sait bien que les États membres ont perdu leur souveraineté, mais d'autre côté, il n'y a plus de stabilité. Un politicien comme Viktor Orban, par exemple, et on sait bien que l'Hongrie ne fait pas partie de la zone euro. Alors, il y a toujours le forint, c'est la monnaie nationale hongroise en Hongrie. C'est pour ça que un homme comme Viktor Orban, qui est bien souverainiste, argumente comme ça, qu'il dit, bon, à notre avis, l'euro est une conception monétaire pour des grandes économies, par exemple comme l'Italie, la France, l'Allemagne, mais pas pour le petite économie comme par exemple l'Hongrie. C'est pour ça, c'est l'argumentation du côté hongrois, l'Hongrie a besoin des instruments pour manœuvrer parce que c'est une économie, une petite économie et on sait bien que si on compare par exemple l'économie hongroise avec l'économie tchèque, par exemple. L'économie tchèque est plus forte. C'est pour ça que les Hongrois cherchent toujours à avoir des instruments du côté de la politique monétaire pour être capables de manœuvrer leur économie, c'est-à-dire influencer l'inflation ou déflation et influencer aussi la masse monétaire. Alors, il y a des très bonnes raisons pour ça, mais c'est plutôt une question économique, une question d'être capable de manœuvrer. Hein. Bien sûr, il y a des très bonnes raisons de critiquer aussi le fait que, par exemple, il y a trop, trop d'influence ou trop peu d'influence du côté politique, c'est-à-dire aussi du côté du peuple. Parce qu'il faut toujours penser que la masse monétaire, c'est la patrimoine des peuples. Il faut constater ça. C'est pas la richesse du gouvernement, même s'il y a bien sûr dans le pays des gouvernements qui agissent comme ça, mais la masse monétaire, c'est la patrimoine du peuple. Et c'est pour ça que c'est une question vraiment délicate. Comment contrôler et comment influencer ou pas influencer la politique monétaire au sein des banques centrales. C'est bien délicat. Et il y a aussi, si tu regardes l'histoire, il y avait hier, par exemple, un petit texte au courrier de stratège qui était bien informatif de Arthur Cyclops, je pense, où il y a aussi quelques idées, quelques théories sur cette question. C'est pour ça la question d'exercer un contrôle du côté politique ou du côté du peuple, des représentants du peuple, c'est une question vraiment essentielle, mais vraiment délicate. Toi, à titre personnel, est-ce que tu penses que on peut être souverainiste tout en disant la politique monétaire
ne doit pas être une décision du gouvernement. C'est-à-dire que la monnaie, c'est ce qui permet, c'est populaire, c'est une affaire de peuple, parce que tout le monde a de la monnaie et donc il faut protéger la monnaie des calculs partisans, des calculs politiciens. Et il faut que ceux qui, au fond, sont chargés de vérifier le poids de la monnaie, la mesure de la monnaie, il faut que ces gens-là soient à l'écart des calculs politiciens. Est-ce que tu penses qu'on peut être souverainiste en disant ça? Ou est-ce que tu considères que le peuple peut tout et qu'au fond, tout se décide sur tous les sujets par un vote à la majorité? Et s'il y a 51% de gens dans une population qui sont pour une baisse des taux d'intérêt qui va faire de l'inflation, à ce moment-là, on doit faire de l'inflation parce qu'il y a une majorité pour faire de l'inflation. Quelle est ta ligne souverainiste là-dessus? Alors, comme j'avais déjà dit, c'est une question vraiment délicate et c'est pas assez simple à répondre. Mais donc, je vais essayer. Heu, pour des très bonnes raisons, il y a, des décisions, par exemple, ou des matières, disons comme ça, qui sont exclues, comment dire? D'être manœuvrées par le peuple. Il y a de très bonnes raisons pour ça. Par exemple, si on prend, une autre question, pas monétaire, par exemple, en Autriche, il y a, une loi, en ce qui concerne le référendum, par exemple, et dans cette loi, il y a quelques matières qui sont exclues d'un référendum. Par exemple, comment dire, la peine, comment dire, d'être tué par La Todesstrafe. peine de mort, C'est ça, exactement. Pardon, pardon, j'ai pas trouvé le mot. Alors, il y a des très bonnes raisons que quelques matières sont exclues. Et en ce qui concerne la politique monétaire, il y a aussi de très bonnes raisons pour que ça soit exclu d'un vote direct du peuple. Parce que il faut décider pour la bonne heure et pour la santé de l'économie en général. Si on prend par exemple la stabilité des prix, hein, si tu demandes à la rue, excuse, les prix pour l'énergie, c'est trop cher, tout le monde va dire ah oui, il faut baisser, bien sûr. Mais si on parle de stabilité des prix et le travail des banques centrales qui sont aussi capables de stabilité des prix, il ne s'agit pas d'empêcher toute variation de prix sur le marché. Par exemple, comme j'ai dit, les fruits sont moins chers en saison parce qu'il y a une offre excédentaire. Mais la stabilité des prix vise le niveau des prix et constitue donc un paramètre d'inflation ou de déflation. Hein. Et dans le cadre de la politique monétaire, la Banque centrale adapte la masse monétaire à la performance économique. Alors, c'est un très difficile travail. C'est pour ça que je pense, en ce qui me concerne, il y a des très bonnes raisons de ne pas donner à la manœuvre du peuple des choses comme ça. Mais d'autre part, bien sûr, on a besoin d'un contrôle aussi des banques centrales, mais c'est d'autres choses. Hein. Et c'était aussi, je vais raconter un peu de l'Hongrie, c'était aussi une grande histoire l'année dernière en Hongrie, parce ils agissaient là-bas d'une question du contrôle, ce qui fait la banque nationale, la banque centrale. Hein. Alors, il faut distinguer le contrôle, à mon avis, c'est essentiel. C'est-à-dire, il faut des instruments démocratiques pour contrôler ce qui fait la Banque nationale et ce qui font les représentants. Hein, parce que sauf contrôle, c'est rien. Hein. Mais
comme j'ai dit, il y a des très bonnes raisons pour qu'une banque centrale, une banque nationale, soit indépendante de la politique. Bon, écoute, on va regarder les réactions. Moi aussi, à titre personnel, moi, je suis libertarien, au fond, avant d'être souverainiste, d'une certaine façon. Je pense que je suis souverainiste pour garder ma liberté. Et je crains par-dessus tout le contrôle populaire sur les libertés. Et je crains par-dessus tout ces peuples qui pensent qu'ils peuvent décider de tout, y compris de ma vie privée et de mon patrimoine. Et donc, J'ai bien compris, mais excuse, il faut que je raconte brièvement l'histoire de l'Hongrie parce que j'ai permis de le faire. Alors, fini ce qui l'histoire s'est de la passé Hongrie. l'année dernière en Hongrie, il y a eu un long différend entre la Banque nationale et le gouvernement. C'est-à-dire, la Banque nationale a reproché au gouvernement de graves erreurs dans la politique économique. C'était un côté. Le gouvernement, quant à lui, a réagi à un rapport de la Cour de compte, alors encore le contrôle, selon lequel la Banque nationale hongroise aurait enregistré des pertes parce qu'elle avait versé des bénéfices à des fondations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire perdant ainsi son statut de patrimoine public. Alors, il faut constater si c'est vrai. Moi, je ne peux pas contrôler. Si c'est vrai, c'est une grande chose. Hein? C'est une grande chose. Alors, on a discuté au sein du gouvernement hongrois la nationalisation des fondations. Euh, C'était discuté, ainsi que la possibilité de donner plus de contrôle au conseil de surveillance. Alors, ça, c'est l'histoire. Et moi, ce matin, j'ai examiné un peu la version actuelle de la loi sur la Banque nationale en Hongrie. Et quant à moi, je ne vois pas de grande différence par rapport à d'autres banques nationales. Il existe, par exemple, un conseil de surveillance en Hongrie en ce qui concerne la Banque nationale, nommé pour des raisons politiques, en partie par le Parlement et en partie par le gouvernement, mais ce n'est pas typique pour l'Hongrie. Il y a la même chose, par exemple, en Autriche, en Allemagne, etc. D'autre côté, et il y a toujours à plusieurs côtés, les missions, bien que les missions fondamentales de la Banque nationale restent exclues du contrôle et de l'influence de cet organe politique, l'ancien gouverneur a été remplacé et c'est désormais l'ancien ministre des Finances, Mihály Varga. C'est un proche de Viktor Orban qui occupe ce poste maintenant. Alors, chacun peut en tirer ses propres conclusions. Mais c'est aussi pas typique pour l'Hongrie. Et je vais finir par une petite histoire de l'Allemagne, parce qu'ici, en Allemagne, il y a quelques années, je pense en 2019, il y avait un petit scandale au sein de la banque Deutsche Bundesbank, de la Banque centrale. On observe partout des ingérences politiques, y compris en Allemagne, parce que en 2019, le président du directoire a fait démettre un certain Thilo Sarrazin, membre du directoire de la Banque nationale en Allemagne, par le président fédéral. Alors, ça s'est passé. Thilo Sarrazin a écrit une série d'ouvrages très critiques sur l'Allemagne et les conséquences de l'immigration. Bon, chacun peut en tirer ce qu'on veut. C'est pour ça, c'est une question bien compliquée, c'est une question bien délicate. Moi, je pense qu'il y a de très bonnes raisons pour que les banques nationales soient indépendantes de la politique, mais il faut, comme toujours, avoir des mécanismes du contrôle. Bon, on rappellera quand même, Ulrich, que tu viens d'un pays, l'Autriche, Oui. qui a donné naissance à un très grand économiste, Friedrich Hayek, Mhm. et que Friedrich Hayek, dans les années 70, a écrit un livre extraordinaire
pour s'opposer à la création de l'euro, puisqu'en fait l'euro est un projet ancien dans l'Union européenne. C'est la France qui très longtemps l'a bloqué d'ailleurs. Et Friedrich Hayek a écrit en 1976 un livre pour dire la monnaie unique européenne, l'euro, enfin, ce qui est devenu l'euro, est une absurdité. Ce qu'il faut, c'est au contraire favoriser la concurrence entre les monnaies. Et donc, il y a le sujet de l'indépendance de la Banque centrale, et il y a surtout pour les libertés le sujet de la concurrence entre les monnaies, parce que l'enjeu, c'est que nous puissions choisir notre monnaie sans qu'elle ne nous soit imposée par un groupe totalitaire, que ce groupe soit une nation ou une commission européenne. Moi, je dis toujours, ça ne sert à rien de remplacer la dictature de la Commission européenne par une dictature nationale. Une dictature reste toujours une dictature et rien ne vaut les libertés. Bon, on Très aura. bien. On reste comme ça, c'est très bien. Je suis tout à fait d'accord. Bon, on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine, Mhm. Ulrike, même si jeudi prochain, c'est le 1er mai. On va trouver une solution. Oui, On te on va suivrai trouver. quand même. On va trouver. Mhm. Et puis, on se reparle très vite et on te retrouve dans les colonnes du Courrier des stratèges. À très vite, Ulrike. Volontiers. À bientôt. Merci, merci.